Il s'est envolé pour Paris avec sa maîtresse, j'ai acheté le place juste à côté d'eux. La notification est arrivée à 3h17 du matin. Cette douce lumière bleue illuminant mon visage dans l'obscurité de notre chambre vide. Je m'étais endormi en l'attendant encore une fois. Le message provenait d'American Express, confirmant l'achat de Richard, 2 billets en classe à faire pour Paris, au départ vendredi prochain. 2 billets. Pas 1. Pas 3. 2. Je me souviens comment l'écran est devenu flou alors que les larmes me montaient aux yeux. Mon pouce a plané au-dessus de la notification, tremblant légèrement, avant que je ne l'ouvre. Je ne voulais pas en savoir plus, mais j'en avais besoin. 15 ans de mariage m'avaient appris à reconnaître les schémas, les signes, les trahisons silencieuses qui se produisent dans l'ombre de ce que l'on croyait être l'amour. Richard n'avait mentionné aucun voyage à Paris. Pas lors du dîner il y a 3 nuits, alors qu'il était exceptionnellement attentif. Pas hier matin, lorsqu'il m'a embrassé au revoir et m'a dit qu'il travaillerait tard encore une fois. Le deuxième billet n'était pas pour moi. Il n'avait jamais été pour moi. Je me suis assise dans notre grand lit, celui que nous avions choisi ensemble pendant des jours plus heureux, et je me suis enveloppée dans la couette comme si elle pouvait me protéger de ce qui allait arriver. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre le ronronnement du réfrigérateur en bas. Dehors, une légère pluie avait commencé à tomber contre les fenêtres, chaque goutte étant un minuscule instrument à percussion jouant la bande originale de ma vie qui se délitait. Paris, me suis-je murmuré, goûtant l'amertume du mot. C'était là que nous avions passé notre lune de miel il y a 15 ans. L'ironie ne m'a pas échappé. Richard retournant sur les lieux de notre commencement pour ce qui ressemblait à notre fin. Je me demandais s'il l'emmènerait dans le même petit café de la rue de l'Air où il m'avait promis de m'aimer pour toujours. Marcherait-il le long de la Seine au coucher du soleil, son bras autour d'elle comme il l'était autrefois autour de moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à notre compte joint. La preuve était là, dans une froide clarté numérique, 2 billets achetés à leurs 2 noms. Richard et Mélissa. Mélissa, sa consultante en marketing. Mélissa, qui avait dîné chez nous le mois dernier, me souriant de l'autre côté de ma propre table pendant que son pied jouait probablement avec celui de mon mari en dessous. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose de froid et de clair se cristallisait en moi, remplaçant la douleur par quelque chose de plus dur, quelque chose avec des arêtes. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai regardé mon reflet. 43 ans. Des rides du rire qui s'étaient approfondies en quelque chose de plus permanent. Des cheveux que j'avais arrêté de teindre pendant la pandémie, maintenant striés d'argent. Quand avais-je commencé à avoir l'air si fatigué? Quand étais-je devenu quelqu'un que mon mari pouvait jeter si facilement? Mais il y avait autre chose dans mes yeux cette nuit-là, une étincelle que je n'avais pas vue depuis des années. Une détermination. Je n'allais pas crier, ni jeter des objets, ni le supplier de rester. Je n'allais pas être l'épouse hystérique et rejetée. Non, j'allais être quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une capture d'écran de la confirmation du billet. Ensuite, j'ai ouvert mon compte de messagerie personnelle, celui que Richard ne connaissait pas, et je me la suis envoyé. Une preuve. Le début de quelque chose. Cette nuit-là, je ne l'ai pas appelé pour lui demander où il était. Je ne lui ai pas envoyé de SMS pour savoir quand il rentrerait à la maison. Au lieu de cela, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise à notre îlot de cuisine, en planifiant. J'ai repensé à notre histoire, la rejouant à l'envers comme un film. Le refroidissement progressif de son affection. Les voyages d'affaires qui devenaient plus fréquents. La façon dont il s'arrêtait au milieu d'une conversation lorsque son téléphone vibrait. Le parfum que je sentais parfois sur son col. Peu importe, ai-je pensé. J'ai pensé à notre fille, Emma, à l'université, qui idolâtrait son père. Avec quel soin il avait cultivé son image de père parfait, d'homme d'affaires prospère, de mari dévoué, tout en trahissant systématiquement tout ce que nous avions construit. Au moment où l'aube a percé les fenêtres de la cuisine, baignant nos comptoirs en granit d'une lumière dorée et pâle, je savais exactement ce que j'allais faire. Ce n'était plus la rage qui me guidait, c'était la clarté. Le genre de clarté qui ne vient que lorsque l'on a enfin percé à jour tous les mensonges que l'on s'est racontés. Quand Richard est rentré ce matin-là, s'excusant de s'être endormi au bureau, j'ai souri et l'ai embrassé sur la joue. « Tu travailles trop dur », ai-je dit, en lui glissant une tasse de café. Il avait l'air soulagé, même reconnaissant, de ma compréhension. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà appelé ma propre agente de voyage pendant qu'il prenait sa douche.
Aucune idée que j'avais réservé mon propre billet pour Paris, siège 4C, juste à côté du 4B, son siège, avec Mélissa en 4A près du hublot. Le jeu avait commencé, et pour une fois, c'était moi qui écrivais les règles. La semaine précédant leur vol a été la performance la plus surréaliste de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté de Richard, je lui préparais le petit déjeuner, je l'embrassais au revoir, tout en sachant que chaque soir, j'écouterais ses histoires sur les problèmes de travail et les réunions avec les clients, hochant la tête au bon moment tandis qu'une voix intérieure murmurait « Menteur, menteur, menteur ». Mardi, il m'a dit qu'il devait se rendre à Chicago pour une réunion d'urgence avec un client. Il serait absent jusqu'à dimanche soir. C'est un très mauvais moment, a-t-il dit, son visage affichant un masque parfait de regret alors qu'il faisait sa valise. Tu sais que je déteste être absent aussi longtemps. Je me suis assise au bord de notre lit, le regardant choisir soigneusement ses cravates, dont celle en soie bleue que je lui avais offerte à Noël dernier. Je comprends, ai-je dit, en lui tendant sa trousse de toilette de voyage. Les affaires sont les affaires. Ce soir-là, après son départ, j'ai ouvert une bouteille de vin et appelé ma sœur, Claire. Je n'avais encore rien dit à personne. Le dire à voix haute le rendrait réel d'une manière à laquelle je n'étais pas prête. Mais j'avais besoin que quelqu'un sache ce que je prévoyais. Il l'emmène à Paris, ai-je dit après mon deuxième verre. Vendredi. Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai pensé que nous avions été déconnectés. Jess, a finalement dit Claire. Es-tu absolument sûr? J'ai ri, mais cela sonnait creux même à mes propres oreilles. J'ai vu les billets, Claire. À l'heure de non. Première classe. Réservation d'hôtel au Maurice. Une suite. Le même hôtel où nous avons passé notre lune de miel. Ce fils de... Qu'est-ce que tu vas faire? Le confronter, a murmuré Claire. Mieux, ai-je dit, et je lui ai raconté mon plan. C'est de la folie, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Mais aussi, plutôt brillant. Es-tu sûr de toi? Étais-je sûr? Non. Je n'étais plus sûr de rien. Ni de mon mariage. Ni de mon avenir. Ni même de qui j'étais sans l'identité d'épouse de Richard que je portais depuis 15 ans. Mais j'étais sûr d'une chose, je méritais la vérité. Toute la vérité. Et je méritais de retrouver ma dignité, selon mes propres termes. Je suis sûr, ai-je dit à Claire. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai besoin qu'il me voie le voir. Le lendemain, je suis allé à la banque et j'ai retiré 15 000 $ de notre compte d'épargne joint. Pas assez pour alerter Richard, mais assez pour ce dont j'avais besoin. J'ai ouvert un compte séparé à mon seul nom. Ensuite, j'ai contacté un avocat que Richard ne connaissait pas, d'un cabinet de l'autre côté de la ville et j'ai programmé une consultation. J'explore juste mes options, ai-je dit à la réceptionniste lorsqu'elle m'a demandé la nature de ma visite. Ce soir-là, je me suis tenu devant mon placard, réfléchissant à ce que je devais emporter pour Paris. Que porte-t-on pour confronter un mari infidèle à 10 000 mètres d'altitude? J'ai sélectionné mes pièces les plus chères, la robe de créateur qu'il m'avait achetée pour notre anniversaire, le pull en cachemire qui faisait ressortir le vert de mes yeux, les chaussures qui me faisaient paraître plus grandes que je ne me sentais. Mercredi, Richard a appelé de Chicago. Quel temps fait-il là-bas? Ai-je demandé innocemment. Froid, a-t-il dit sans hésitation. Un hiver typique de Chicago. J'ai consulté l'application météo sur mon téléphone. Chicago, 11 degrés Celsius et ensoleillé. Inhabituellement chaud pour février. Ça a l'air horrible, ai-je dit. Reste bien au chaud. Tu me manques. Il a dit, sa voix s'adoucissant de cette façon qui faisait autrefois battre mon cœur plus vite, ce voyage me semble plus long que d'habitude. J'ai ravalé les mots qui menaçaient de sortir. Au lieu de cela, j'ai dit, tu me manques aussi. Je pense aller voir Emma ce week-end puisque tu es absent. Peut-être aller sur le campus et lui faire une surprise. C'est une excellente idée, a-t-il dit, l'air soulagé. Elle adorerait ça. Un autre mensonge à ajouter à la collection. Il savait que je ne pourrais pas le joindre pendant qu'il était soi-disant à Chicago si j'étais avec notre fille. Un alibi parfait des deux côtés. Jeudi soir, j'ai fait ma valise avec une précision méthodique, vêtements, articles de toilette, passeport et un article que Richard ne savait pas que j'avais. Une petite caméra haute définition déguisée en stylo. Claire m'avait aidé à la commander en ligne. Juste au cas où, avait-elle dit.
J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Richard et Mélissa rire ensemble à Paris, se promenant main dans la main sous la tour Eiffel, faisant l'amour dans un lit d'hôtel payé avec notre argent. L'argent que j'avais aidé à gagner pendant les années difficiles, lorsque son entreprise démarrait à peine. L'argent qui était censé être pour notre retraite, pour le mariage d'Emma un jour, pour l'avenir que nous avions planifié ensemble. Je leur ai tout donné, ai-je murmuré à l'obscurité, et ils m'ont jeté comme si je n'étais rien. Le vendredi matin s'est levé clair et froid. J'ai pris un Uber pour l'aéroport, 3 heures avant l'heure de départ prévue de leur vol. J'avais besoin d'être installé à ma place avant qu'ils n'embarquent. J'avais besoin de l'élément de surprise. Pendant que je m'enregistrais, l'agent de la compagnie aérienne m'a souri. « Vous voyagez à Paris ? C'est charmant. »« Oui, » ai-je dit, lui rendant son sourire. « Je vais y rencontrer quelqu'un. » Elle n'avait aucune idée à quel point c'était vrai. Je n'avais jamais été doué aux échecs, mais Richard l'était. Il avait essayé de me l'apprendre pendant les premières années de notre mariage, soulignant toujours l'importance de réfléchir plusieurs coups à l'avance. La beauté du jeu, disait-il, les yeux brillants de cette intensité que je trouvais autrefois si attirante, c'est que votre adversaire ne voit jamais la véritable attaque arriver avant qu'il ne soit trop tard. Ironique que sa propre leçon devienne sa perte. Mes préparatifs avaient commencé des mois avant même que je ne sois au courant de Paris. J'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus. Appelez cela de l'intuition, ou de l'instinct de conservation, mais j'avais commencé à rassembler des informations. De subtils indices numériques que la plupart des gens ignoreraient. L'été dernier, lorsque Richard a accidentellement laissé son ordinateur portable ouvert, j'ai installé un logiciel de surveillance qui transférait ses courriels vers un compte secret. Non pas pour espionner, du moins c'est ce que je me disais, mais pour protéger notre famille, si mes soupçons étaient corrects. Je ne l'ai jamais consulté, laissant l'information s'accumuler comme un témoignage silencieux de ce que je n'étais pas prête à affronter, jusqu'à maintenant. Assise à la porte C17, regardant les passagers déambuler, j'ai ouvert ce compte courriel pour la première fois. Des centaines d'échanges entre Richard et Mélissa, remontant à 18 mois. Des confirmations d'hôtel, des messages tard dans la nuit, des photos que j'aurais souhaité ne jamais voir, des plans pour leur avenir, un avenir qui ne m'incluait visiblement pas. Mais la preuve la plus accablante n'était pas l'aventure elle-même. C'était la piste financière. Richard avait systématiquement transféré de l'argent de notre compte commercial commun vers un compte séparé. De petits montants au début, puis des virements plus importants à mesure qu'il devenait plus audacieux. Il planifiait une stratégie de sortie, amortissant sa nouvelle vie tout en me laissant financièrement vulnérable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà parlé à notre comptable, Marcus, il y a 2 semaines. Marcus, qui était avec nous depuis que nous avions démarré l'entreprise dans notre garage. Marcus, dont j'avais aidé la fille à entrer à l'université avec des lettres de recommandation et du tutorat lorsqu'elle avait des difficultés. Marcus, qui a regardé les chiffres que je lui ai montrés et a secoué la tête avec incrédulité. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, Jessica, a-t-il dit doucement. Certaines de ces choses franchissent la limite de l'illégalité, surtout les divergences dans la facturation des clients. Marcus avait déjà préparé un rapport financier complet pour mon avocat. Richard pensait que j'étais la créative, la personne sociable, qui ne comprenait pas le côté commercial. Il avait oublié que j'avais un MBA qui prenait la poussière pendant que j'élevais notre fille et soutenais sa carrière. J'ai regardé ma montre. 1 heure avant l'embarquement. J'ai sorti mon téléphone et envoyé 3 courriels programmés, réglés pour être envoyés automatiquement dans 24 heures si je ne les annulais pas. Un au conseil d'administration de notre entreprise, avec des preuves financières. Un à notre fille, avec une explication douce mais honnête. Et un aux parents de Richard, qui m'avaient toujours traité comme leur fille, exprimant mes regrets sur la façon dont les choses s'étaient terminées. Je n'étais pas vindicative, j'étais méticuleuse. Ensuite, j'ai appelé l'inspectrice Ramirez, une vieille amie d'université qui travaillait maintenant dans la lutte contre la criminalité financière. Notre conversation de la semaine dernière avait été éclairante. Tout est prêt, a-t-elle confirmé. Envoyez simplement le texto quand vous serez prête, et nous passerons à l'action. Merci, ai-je dit, sentant un étrange calme s'installer en moi. Je sais que c'est inhabituel. 15 ans d'amitié justifient l'inhabituel, a-t-elle répondu. De plus, ce qu'il fait est une fraude classique. Nous l'aurions attrapé un jour ou l'autre.
J'ai terminé l'appel et j'ai vérifié mon apparence dans mon miroir de poche. J'étais allé au salon hier, coupe, couleur, coiffure. La femme qui me regardait n'était pas l'épouse fanée que Richard avait négligée. Elle était soignée, confiante, déterminée. J'ai appliqué une nouvelle couche de rouge à lèvres, Chanel rouge allure en pirate, un rouge audacieux que j'avais cessé de porter parce que Richard avait un jour fait remarquer que c'était trop pour moi. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Claire. L'avion a atterri? Pas encore, ai-je répondu. Embarquement bientôt. Je suis prête. Souviens-toi, m'a-t-elle répondu. Tu ne fais pas ça que pour toi. Tu le fais pour toutes les femmes qui ont déjà été amenées à se sentir invisibles. J'ai souri à cela. Claire, toujours la croisée féministe. Mais elle n'avait pas tort. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu ici que mon simple mariage. Il s'agissait de reprendre mon pouvoir, ma voix, mon avenir. L'agent de la porte a annoncé le pré-embarquement. J'ai rassemblé mes affaires, prenant un soin particulier de mon bagage à main, qui contenait une enveloppe scellée de documents que mon avocat avait préparés, papiers de divorce, informations financières, preuves de fraude, tous prêts à être signifiés à 10 000 mètres d'altitude. J'avais également emballé le whisky préféré de Richard dans un contenant approuvé par la TSA. Non pas comme une offrande de paix, mais comme une partie du plan. Richard buvait toujours pendant les vols. Cela calmait sa peur subtile de l'avion, un autre secret qu'il pensait que j'ignorais. En me dirigeant vers la passerelle, je les ai repérés. Richard et Mélissa arrivant à la porte, sa main posée négligemment sur le bas de son dos dans un geste si intime qu'il m'a coupé le souffle. Elle riait à quelque chose qu'il disait, la tête levée avec adoration. Ils ne m'avaient pas regardé comme ça depuis des années. Ils ne m'ont pas vu. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre, par leur excitation secrète, par l'escapade romantique qu'ils pensaient vivre. Je suis monté en premier, j'ai trouvé ma place en 4C et je me suis installé. J'ai arrangé mes affaires soigneusement, plaçant le stylo caméra caché dans la poche de ma veste. Ensuite, j'ai commandé une coupe de champagne à l'hôtesse de l'air qui accueillait les passagers de la classe affaires. « Vous célébrez quelque chose de spécial ?» a-t-elle demandé avec un sourire professionnel. J'ai pris une gorgée et j'ai senti les bulles danser sur ma langue. « On peut dire ça ?» ai-je répondu. « Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. » Elle n'avait aucune idée à quel point c'était vrai. En sirotant mon champagne, j'ai regardé la porte de la cabine, attendant que mon mari et sa maîtresse embarquent, complètement inconscient que j'avais 10 coups d'avance dans un jeu auquel ils ne savaient même pas que nous jouions. Ils sont montés à bord lors de l'appel final. J'ai regardé Richard guider Mélissa dans l'allée, sa main protectrice sur sa taille, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire. C'était le même rire que j'avais entendu à notre table, lorsqu'elle avait complimenté mon poulet rôti, qui résonnait maintenant avec un autre type d'intimité. J'ai pris une grande respiration et j'ai légèrement levé ma coupe de champagne, juste assez pour masquer partiellement mon visage, alors qu'ils approchaient de la rangée 4. Richard vérifiait les numéros de siège, souriant, complètement inconscient de ce qui allait se passer. « Nous y voilà », lui a-t-il dit. « Prends la fenêtre. » Mélissa s'est glissée en 4A, rangeant son sac de créateur sous le siège devant elle. Un sac identique à celui que j'avais admiré dans un magazine et que Richard m'avait dit, ridiculement cher. Puis Richard s'est tenu juste à côté de moi, se préparant à prendre place. J'ai baissé mon verre. « Bonjour, Richard », ai-je dit calmement. La couleur s'est drainée de son visage si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. 15 ans de mariage, et je ne l'avais jamais vu sans voix auparavant. « Jessica » a-t-il finalement réussi à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Qu'est-ce que tu ? Comment es-tu ? » Siège 4C, ai-je dit, pointant du doigt ma carte d'embarquement. Juste à côté de toi. Quelle coïncidence. Mélissa s'est penchée en avant, la confusion assombrissant son visage jusqu'à ce qu'elle me voie. La reconnaissance est apparue, suivie d'une panique manifeste. Elle a regardé Richard, attendant qu'il arrange la situation. « Tu dois descendre de l'avion », m'a sifflé Richard, le désespoir se faisant entendre dans sa voix. « Nous pouvons parler de ça à mon retour. Ce n'est pas le bon endroit. S'il te plaît. Prenez votre place, monsieur », a appelé une hôtesse de l'air derrière lui. Nous devons nous préparer au départ. Richard s'est assis mécaniquement, le corps rigide de tension. Une fine pellicule de sueur était apparue sur son front,
malgré l'air frais de la cabine. Jessica, a-t-il dit, baissant la voix jusqu'à un murmure urgent. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai légèrement incliné la tête. Ce n'est pas ça? Parce que ça ressemble à s'y méprendre au fait que tu emmènes ta conseillère en marketing à Paris pour le week-end de notre 15e anniversaire, au même hôtel où nous avons passé notre lune de miel, en utilisant l'argent de notre compte commun. Mélissa a poussé un petit cri de détresse depuis son siège côté hublot. L'hôtesse de l'air s'est approchée avec les boissons d'avant décollage. Du champagne pour le monsieur et la dame près du hublot? Oui, ai-je répondu pour eux. Mon mari et sa collègue aimeraient du champagne. Nous célébrons, après tout. Richard m'a lancé un regard d'avertissement alors qu'il acceptait la boisson des mains tremblantes. L'hôtesse de l'air s'est retirée, inconsciente de la bataille silencieuse qui faisait rage dans la rangée 4. Que veux-tu? Demanda Richard, sa voix un mélange de colère et de peur. De l'argent? C'est pour ça que tu es là. Pour m'humilier? J'ai ri doucement, sincèrement amusé par sa mauvaise interprétation de la situation. Richard, si je voulais de l'argent, je l'aurais simplement transféré de nos comptes, comme tu le fais depuis 18 mois. Son visage est passé du blanc au gris. De quoi parles-tu? Le compte offshore, ai-je dit. La comptabilité créative du cabinet. Les paiements clients manquants. Pensais-tu vraiment que Marcus ne le remarquerait pas un jour? Il nous est fidèle depuis 12 ans. Tu as parlé à Marcus? Son murmure était à peine audible par-dessus le bruit des moteurs qui démarraient. En effet, ai-je confirmé, prenant une autre gorgée de champagne. Et à l'inspectrice Ramirez. Et au conseil d'administration du cabinet. Et à notre avocat, enfin, mon avocat maintenant. J'ai fouillé dans mon sac et sorti l'enveloppe scellée, la plaçant sur ses genoux. Joyeux anniversaire, chérie. 15 ans, c'est les noces de cristal, traditionnellement. Mais je pense que des papiers légaux sont plus appropriés dans les circonstances. Richard fixait l'enveloppe sans la toucher. À côté de lui, Mélissa était devenue complètement immobile, son champagne intact. Tu bluffes, dit-il, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. En réponse, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la file d'attente des emails, programmés pour être envoyés dans 24 heures. Membres du conseil d'administration, clients, membres de la famille, tous prêts à recevoir une documentation détaillée de ces trahisons financières et personnelles, à moins que je ne les annule. Tu vois, Richard, ai-je dit doucement, pendant que tu planifiais ta petite escapade, je planifiais aussi. La différence, c'est que mon plan ne ruine pas seulement un mariage, il ruine tout, si tu ne coopères pas. Le signal des ceintures de sécurité s'est allumé avec un digne. J'ai soigneusement attaché la mienne, puis je l'ai regardé d'un air expectant jusqu'à ce qu'il fasse de même. Que veux-tu? Répéta-t-il, la défaite remplaçant la colère. Je me suis penché plus près, m'assurant que Mélissa pouvait aussi m'entendre. Je veux tout ce à quoi j'ai légalement droit, plus une compensation pour les dommages causés à ma réputation professionnelle par association. Je veux la maison, la moitié des intérêts commerciaux, les légitimes, et une transparence totale sur tous les comptes. C'est ridicule, s'exclama-t-il. C'est plus que ce qu'aucun tribunal ne. Nous n'irons pas au tribunal, les jeux interrompus calmement. Ce serait désordonné, public, et pourrait entraîner des accusations criminelles contre toi. Cela reste privé, tant que tu signes, aujourd'hui. Dans cet avion. L'avion a commencé à rouler vers la piste. Richard serrait les accoudoirs, les jointures blanches. L'avion le rendait toujours nerveux. Il y a un stylo dans l'enveloppe, ai-je ajouté utilement. Mélissa a finalement parlé, d'une voix faible et effrayée. Richard, que dit-elle à propos d'accusations criminelles? Tu m'as dit que l'argent était légitime. Je me suis tourné vers elle avec une sincère compassion. Mélissa, pensais-tu vraiment que tu étais la seule à qui il mentait? Richard a tâtonné l'enveloppe alors que l'avion accélérait sur la piste. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce, des accords financiers et une lettre de démission du conseil d'administration de l'entreprise, tous préparés par mon avocat, sur la base des preuves que j'avais rassemblées. Alors que nous prenions de l'altitude, j'ai regardé 15 ans de mariage sombrer dans la réalité de sa fin. Richard a parcouru les documents, secouant parfois la tête avec incrédulité. Il y a un notaire en classe à faire, les jeux informés. Siège 8D. Je l'ai rencontré à l'enregistrement. Elle a accepté d'être témoin de tes signatures pendant le vol. Tu as pensé à tout, dit-il amèrement.
J'ai appris du meilleur, ai-je répondu. Tu m'as toujours dit de penser 10 coups à l'avance. Le temps que nous atteignions l'altitude de croisière, Richard avait tout signé, avec le stylo enregistreur que je lui avais, utilement, fourni. Le même stylo qui avait enregistré chaque mot de notre conversation, chaque aveu, chaque soupir de défaite. Lorsque le signal des ceintures de sécurité s'est éteint, j'ai appelé le notaire. Dans l'espace confiné d'une cabine d'avion, sans nulle part où fuir, Richard a regardé sa signature être officiellement attestée et tamponnée. Je prendrai un scotch, a-t-il dit à l'hôtesse de l'air qui passait quand nous eûmes terminé. Faitant un double. J'ai rassemblé soigneusement les papiers, les remettant dans mon sac. Tu peux garder ton voyage à Paris, ai-je dit. Considère-le comme un cadeau d'adieu. J'ai réservé un billet pour le vol retour demain matin. Comme c'est, généreux, dit-il, la voix dégoulinante de sarcasme. Mais j'ai continué comme s'il n'avait rien dit. Je ne ferai aucun achat avec la carte de l'entreprise si j'étais toi. Ces comptes ont déjà été gelés. La couleur s'est à nouveau drainée du visage de Mélissa. Et notre hôtel? Les réservations? Je lui ai souri. Je suis sûr que Richard a assez d'argent liquide pour un hébergement plus modeste. Peut-être quelque chose avec des lits séparés, maintenant que tu sais quel genre d'homme il est vraiment. C'était il y a un an aujourd'hui. Un an depuis le vol BA 2297 pour Paris, où j'ai repris ma vie à 10 000 mètres d'altitude. Je suis assise à un café dans le 7e arrondissement, regardant les touristes dériver vers la Tour Eiffel alors que le crépuscule s'installe sur la ville. Paris en février a une beauté mélancolique, des arbres nus, un ciel gris acier, des bâtiments de la couleur de la pierre pâle brillant doucement dans la lumière déclinante. J'ai commandé un verre de Bordeaux et une petite assiette de fromage, prenant mon temps, savourant chaque bouchée. Paris est différent quand on ne fuit rien, ni ne s'accroche à personne. On dirait, une possibilité. Après ce vol, les choses se sont déroulées rapidement. Les preuves que j'avais rassemblées laissaient peu de place à Richard pour contester quoi que ce soit. Ses associés l'ont racheté du cabinet pour une fraction de la valeur de ses actions, une courtoisie uniquement accordée par respect pour moi. J'ai gardé la maison, mais je l'ai vendue 6 mois plus tard. Trop de fantômes. Trop de pièces remplies de l'écho de ce que nous n'avions jamais vraiment eu. Emma ne m'a pas parlé pendant 2 mois après que je lui ai tout raconté. Elle avait toujours idolâtré son père, et la vérité était une pilule amère à avaler. Mais finalement, par un dimanche après-midi pluvieux, elle s'est présentée à mon nouvel appartement avec une bouteille de vin et des larmes aux yeux. J'ai lu les emails, dit-elle. Papa a laissé son ordinateur ouvert quand je lui ai rendu visite. J'ai tout vu. Nous avons pleuré ensemble cette nuit-là, pleurant non seulement la fin d'un mariage, mais aussi l'effondrement de l'image d'enfance de son père. La guérison entre nous a été lente, mais authentique. Elle est ici à Paris avec moi maintenant, bien qu'elle explore Montmartre avec des amis de son programme d'études à l'étranger. Quant à Richard et Mélissa, leur liaison n'a pas survécu au vol. Elle l'a quitté à l'aéroport Charles de Gaulle après avoir découvert à quel point ses tromperies étaient profondes. Il est retourné à une vie fondamentalement altérée, une carrière diminuée, une famille fracturée, une réputation ternie. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé en Arizona pour travailler pour le petit cabinet comptable d'un cousin éloigné. Parfois, je me demande si j'ai été trop dure, trop calculatrice, dans ma vengeance. Puis je me souviens de la froideur avec laquelle il avait prévu de me jeter, de me laisser financièrement vulnérable pendant qu'il recommençait à zéro avec une femme plus jeune. Je me souviens des mensonges systématiques, de la manipulation, des années à me faire douter de ma valeur pendant qu'il construisait une sortie élaborée. Non, je ne regrette pas mes actions. Je regrette seulement les années que j'ai passées à atténuer ma lumière pour le faire briller davantage. Mon téléphone vibre avec un texto de Claire. Premier anniversaire de l'opération prise de Paris. Comment est la vue de l'autre côté? Je souris et prends une photo de mon verre de vin avec la rue derrière, l'envoyant avec la légende, claire et lumineuse. Le serveur remplit mon verre et me demande si je désire autre chose. Pendant un instant, je considère sa question de manière plus philosophique qu'il ne l'avait prévu. Est-ce que je veux autre chose? Après 15 ans à vouloir ce que je pensais être un mariage parfait, à vouloir l'approbation et l'attention de Richard, à vouloir être suffisante, que veux-je maintenant? La réponse vient avec une clarté surprenante. Je veux ce moment. Cette joie tranquille d'être complètement moi-même, de ne répondre à personne, de reconstruire une vie entièrement selon mes propres termes. J'ai lancé une entreprise de conseil,
aidant les femmes à naviguer vers l'indépendance financière après un divorce. Il s'avère que mon expérience, aussi douloureuse soit-elle, a de la valeur pour d'autres qui empruntent le même chemin. Il y a quelque chose de guérisseur à transformer un traumatisme personnel en un objectif professionnel. Emma me rejoint alors que le ciel s'assombrit et que la tour Eiffel commence à scintiller toutes les heures. Elle me ressemble plus que jamais, le même menton déterminé, le même regard analytique. Elle se glisse sur la chaise en face de moi, les joues rouges à cause du froid. « Comment s'est passée ta journée ?» je demande, en poussant l'assiette de fromage vers elle. « Incroyable, dit-elle, les yeux brillants. Je pense postuler à des programmes d'études supérieures ici. » Nous discutons de ses projets, l'avenir s'étendant devant elle avec toutes ses possibilités inexplorées. Pendant que nous parlons, je réalise que ma plus grande victoire n'a pas été la minutieuse exécution de mon plan, ni le règlement financier. C'était de montrer à ma fille qu'on ne reste pas quand on est diminué. Qu'on n'accepte pas la trahison comme un dû. Que parfois, la chose la plus courageuse à faire est de partir. Ou, dans mon cas, de réserver une place juste à côté de la vérité. Plus tard, alors que nous retournons à notre hôtel, Emma passe son bras dans le mien. « Maman, dit-elle doucement, je suis fière de toi. Pour tout. Pour avoir survécu. Pour t'être épanouie. » Je serre doucement son bras, les mots me manquant momentanément. Les lumières de Paris se reflètent dans les flaques d'eau d'une pluie précédente, se fragmentant en milliers d'étoiles liquides sous nos pieds. Je pense à la femme que j'étais il y a un an, fracturée, effrayée, mais trouvant sa force. Et la femme que je suis aujourd'hui, entière, allant de l'avant, auteur de sa propre histoire. Certaines personnes disent que bien vivre est la meilleure revanche. Elles n'ont pas tort. Mais j'ai appris quelque chose de plus précieux, vivre authentiquement est la plus grande liberté.